Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire Pleu-Feu. Ce soir, nous allons parler de la liberté d'expression. La Mauritanie, comme vous savez, occupe la première place en matière de liberté d'expression au niveau des pays arabes. Quel est l'état actuel de la liberté d'expression en Mauritanie? Les médias sont-ils libres dans le traitement de l'information? Existe-t-il des domaines sacrés sur lesquels les médias n'ont pas le droit de s'exprimer? Qui a le droit de s'instituer un censeur de la pensée ou de l'écrit en Mauritanie? Est-ce les oulémas, la rue, les tribus ou la APA? Qui a le droit de fixer les limites de la liberté? Qui a le droit de décréter qui est apostat et qui ne l'est pas? Qui est bon musulman et qui ne l'est pas? Comment s'y prendre pour empêcher l'obscurantisme de faire main basse sur notre beau pays? Qui doit mener cette grande bataille? Où sont nos journalistes? Où sont nos intellectuels? Pourquoi courent-ils les Chines? Pourquoi en parler aujourd'hui de nos problèmes est considéré comme étant un suicide? Pour débattre, chers téléspectateurs, de ces questions, parmi tant d'autres, j'ai invité pour vous Maître Taqiyullah Ouleda, consultant international et avocat. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Ahmed El Soued Ahmed, journaliste, chroniqueur chez blandblogspot.com. Bonsoir. 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 Voilà, donc je commence par vous, par la droite. En fait, quel est l'état actuel aujourd'hui de la liberté d'expression dans notre pays? C'est un sujet dont on peut parler pendant des heures. Ce qui est sûr, c'est que la liberté d'expression existe et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Mauritanie occupe le premier rang des pays arabes en la matière. Bon, ça vaut ce que ça vaut hein, quand on connaît la situation des pays arabes d'un point de vue de la démocratie et de la liberté d'expression. Ce qui est pas vraiment... Mais enfin, bon, c'est quelque chose qui existe, c'est un acquis. Mais c'est un acquis aussi, il faudrait savoir à qui bénéficie cette liberté d'expression. Est-ce que ça bénéficie à ce pouvoir qu'il a offert un peu comme un cadeau et à qui ça profite? Personnellement, je pense que c'est un cadeau empoisonné parce qu'en vérité, si on fait le bilan de la liberté d'expression depuis qu'on peut vraiment tout dire, je crains hélas que les problèmes dont on débat, souvent avec beaucoup de passion, se suivent les uns après les autres, mais en réalité, il n'y a pas d'action derrière cette liberté d'expression. Et il y a une espèce d'impuissance après avoir parlé, et ça c'est assez regrettable. Mais on peut en discuter pour savoir. Donc en tant que lecteur intellectuel qui est concerné par les problèmes du pays, en fait, croyez-vous que les médias mauritaniens sont libres dans le traitement de l'information? Moi je pense que la liberté d'expression en Mauritanie, d'abord bonsoir, encore une fois, bonsoir à vos téléspectateurs. La liberté d'expression en Mauritanie a connu effectivement un grand pas de ces dernières années. Le problème, c'est que ça a été si vite, si grand et si ouverte que je pense qu'on a de la difficulté encore à le gérer de façon beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus responsable. Et en même temps, elle est mal régulée, cette liberté d'expression, en tout cas surtout la profession des journalistes. Donc, par exemple, déontologiquement parlant, on ne trouve pas vraiment des normes ou des critères ou des balises qui permettent à dire, bon voilà, ça c'est un bon journaliste, il est accrédité, il est formé, il est ci, il est ça. Non, surtout quand ils traitent l'information, est-ce que vous sentez qu'ils sont libres en traitant l'information? Moi je pense que la liberté d'expression, et je veux dire le traitement dans l'information à l'intérieur de la liberté d'expression est tout à fait très explicite en Mauritanie. Je suis très content, je suis très ravi. Maintenant, on sait les limites justement, il va falloir chercher des limites à cette liberté d'expression qui sont valables à la fois juridiquement parlant et à la fois aussi socialement et éthiquement parlant. Donc en fait, ces domaines que plusieurs intellectuels mauritaniens sont en train de dire, en fait, des domaines sacrés, entre guillemets, parce que sacré, ça dépend pour qui. Enfin, pour la loi en Mauritanie, pour le Mauritanien lambda, il y a quand même des domaines sacrés sur lesquels les médias et les journalistes n'ont pas le droit de s'exprimer. Est-ce que vous sentez ça en lisant la presse mauritanienne? Moi, personnellement, je sens surtout depuis la dernière année, depuis 2013, en revenant, je pense qu'il y a une froideur, il y a une autocensure un peu, il y a un repli un peu sur soi, bien que c'est perceptible pour quelqu'un qui suit très bien l'actualité en Mauritanie, mais ce n'est pas applicable à tout. Il y a toujours des journalistes, des blogueurs comme M. Soued Ahmed justement, qui est très bien, qui se sent tout à fait à l'aise, qui s'exprime tout à fait normal, mais ce n'est pas la règle de tout. Ce n'est pas la loi qui met ces obstacles. Absolument pas. La loi justement, c'est que la liberté d'expression... C'est le journaliste lui-même. Je pense que la liberté d'expression, il faut bien le savoir, c'est que c'est le principe. On a un message qui apporte un contenu. On l'exprime. On a deux temps, le message et le contenu. Maintenant, la liberté d'expression, c'est d'abord la pensée. Si on limite la liberté d'expression, on ne peut plus penser.
Il n'y a plus de pensée. C'est ça qui est important. Maintenant, la liberté d'expression dans une société comme n'importe quelle société, à forte raison la société mauritanienne, elle a quand même des balises et des exceptions. Quelles sont les exceptions? La diffamation, l'incitation à la haine, la violence, par exemple, le dénigrement, plusieurs éléments qu'il faut comprendre qu'il y a une balise au-delà desquelles on ne peut pas y aller. Maintenant, le sacré, justement, c'est circonscrit aussi par la loi. Maintenant, je pense que, de mon point de vue, c'est qu'il y a une certaine forme d'autocensure quand il s'agit du sacré, mais quand même, en général, ça va très bien. Mais avant d'arriver au problème du rapport entre la liberté d'expression et le sacré, il faudrait quand même essayer de mettre la liberté d'expression que nous avons en Mauritanie dans son contexte et dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'actuellement, très peu de gens s'expriment? La vérité, c'est que le pouvoir vous laisse parler, mais il a aussi plusieurs moyens pour exercer sur vous des pressions. Il y a les pressions familiales, tribales, personnelles, etc. amicales. En vérité, il ne faut pas croire qu'il y a cette espèce de mouvement comme ça qui est lisse, où on a le droit de tout dire. Ce n'est pas vrai. Il y a la fameuse formule mauritanienne qui vous dit que le kidb haram ou le hagmatin, c'est-à-dire que bon, le mensonge est haram et la vérité ne se dit pas. Donc en vérité, cette liberté d'expression que nous avons là, c'est une liberté d'expression qui est vécue par des gens qui la vivent un peu comme un piège. Parce que le Mauritanien a peur. Le Mauritanien a peur de s'exprimer, c'est la vérité. Et la scène aussi, au niveau des médias, il faut savoir qui tient cette scène-là. Nous avons, quand on regarde la presse mauritanienne, on a l'impression que les grands journalistes, ceux qui se plaignent souvent que la presse papier est en train de mourir, qui roulent avec des grands 4x4, qui vivent dans des palais, ces gens-là, quand on lit un peu ce qu'ils disent, souvent, on a l'impression qu'ils travaillent pour quelqu'un, ou en tout cas, la presse est devenue, la presse en tout cas grand public est devenue un espèce de champ de bataille, entre des grands groupes dans ce pays qui se battent pour le pouvoir. Et ça, il faut le dire. On me présente comme un journaliste qui est indépendant, mais il faut savoir que l'État mauritanien ne me reconnaît pas comme tel. Ça fait 7 ans que j'écris, j'ai dû écrire 1500 articles. Oui, mais vous ne vous reconnaissez pas. Non, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne sais pas ici. Non, vous êtes connu. On n'a pas de carte de presse, Nous non plus, c'est ça. Mais on devrait le faire. Ils ont l'APA, ils ont inventé ce système de l'APA qui est censé gérer cette affaire. En vérité, le pouvoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont noyé la presse avec des faux journalistes, des journaleux, pour dire nous avons 100 journalistes, nous avons beaucoup d'entreprises de presse, mais en réalité, ces gens-là sont sous-formés, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Mais en vérité, il y a une armée qui est là pour étouffer la voix des autres. C'est un peu cette situation un peu difficile dans laquelle... Donc le problème n'est pas un problème de liberté, mais c'est surtout un problème de compétences, des performances. Tout se mêle. On ne peut pas le limiter à un seul point. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas nous présenter aussi la Mauritanie comme étant cette espèce d'arbre de paix où il y a une liberté totale. Ceux qui s'expriment selon des limites. Ils ont des pressions, c'est extrêmement dangereux. Je vous donne un cas précis. Il y a un journaliste, par exemple, qui s'appelle Hanifi, qui est connu ici. Ouais, qui était le directeur de Watania, qui est un des plus grands journalistes de ce pays. Moi, je le connais, moi, je ne lis pas trop ce qu'il dit. Mais enfin, on se souvient de ce qui s'est passé pour son frère après des révélations qu'il y a eu au niveau du port. On a limogé du jour au lendemain son frère. À tort ou à raison, on ne connaît pas le fond de l'histoire. Mais en fait, ce qu'on raconte, que ce sont des techniques qui sont faites, en fait, au lieu de vous envoyer la police chez vous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous envoie votre famille. On vous met responsable de ce qui se passe. Souvent, c'est la famille qui vient vous voir, qui vous dit attention, tu vas nous créer des problèmes, tu vas nous créer ceci et cela. Donc il faut savoir que ce sont des réalités qui existent. On ne sait pas si ça arrive du sommet ou de la base, à quel niveau. Oui, est-ce que c'est spécifique à la Mauritanie? C'est peut-être un problème social. C'est spécifique à beaucoup de régimes autoritaires. Heureusement pour nous, en tout cas, on ne nous enferme pas en tout cas pour ça. Mais la vérité, c'est une réalité qui existe. Le journaliste qui s'exprime indépendamment, il ne le fait pas sans risque et péril. Sans même rentrer dans le sujet du sacré, ça va être autre chose. Ne serait-ce que dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, pour être indépendant en Mauritanie, il faut être neutre. Or, la neutralité chez nous, culturellement, c'est vécu comme étant soit une folie, soit étant l'ennemi de tous. Donc, je dirais même que la neutralité, les gens ici, en tout cas de ce que je vois, on n'a pas les moyens d'être neutre. C'est comme si on est dépouillé de la possibilité d'être neutre. On a en quelque sorte des principes, on a des libertés. Moi, je pense qu'il faut bien savoir que la liberté, ce n'est pas un droit. Il y a une différence entre un droit et une liberté. Un droit, on l'a, c'est les autres qui nous le donnent. Vous comprenez? Mais les libertés, c'est nous qu'on l'exerce, en quelque sorte. Et dans ce sens, c'est que si, par exemple, elle n'est pas balisée ou elle n'est pas, je veux dire, donnée dans ce sens le plus large, comme disait tout à l'heure mon débatteur, c'est que, effectivement, c'est qu'il y a des garde-fous invisibles
socio-politiques qui sont là et que la personne, toujours en arrière-pensée, vient à dire, bon voilà, si je fais ça, ben, peut-être qu'il y a la sanction qui, par ricochet, va... C'est une forme de censure, en fait. À vous écouter, on dirait qu'il y a un excès de liberté de presse en Mauritanie, on l'a entendu. On a même entendu des journalistes dire la chose. Quel cas précis vous pouvez parler en termes d'excès de la presse? Parce que la loi est là. On a dépénalisé les délits de presse, mais en vérité, on n'a pas tout dépénalisé. Il y a des amendes qui sont faites. Les tribunaux sont là. Si on vous diffame demain, vous pouvez aller porter plainte, etc. Je ne vois pas cet arsenal en quoi on peut l'ajouter. Mais c'est normal. La diffamation, c'est la diffamation. On a l'impression en écoutant qu'il y a une espèce de liberté excessive et qu'il faudrait au niveau de la loi restreindre un peu tout ça. La loi est là déjà. Non, la loi est là justement. Elle est très permissive, elle est très intéressante et elle est très, je veux dire, bien élaborée. D'ailleurs, même on a enlevé la peine justement de prison de l'expression de la presse. Alors, pas pour tous les sujets. Hein. Ah oui, mais bien sûr, il y a des cas. Bien sûr. Mais quand même, le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, comme le disait lui-même, il y a vraiment une situation que les gens, on dirait que la valeur culturelle ou la culture des journalistes, la culture de la presse n'a pas encore atteint. Donc ce n'est pas la loi qui censure. Non, pas du tout. Donc, non, monsieur Ahmed, ce qu'il dit est quand même tout à fait vrai, parce que même si ce n'est pas la loi qui censure, et entre guillemets la loi censure, entre autres, mais même si ce n'est pas la loi qui censure, il reste quand même la famille, les amis, la tribu, la culture un arsenal dominante de relations qui, en fait, vous êtes obligé de vous autocensurer vous-même. Absolument. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que oui, effectivement, le principe est là, mais malheureusement, c'est que l'application de ce principe, l'application de cette liberté est très difficile dans un environnement comme la Mauritanie. Parce qu'il y a tellement de balises, il y a tellement je dirais, de freins invisibles que vous ne pouvez que vous faire attention. Vous avez un cousin qui travaille quelque part, qui a des relations avec l'autre, vous avez une personne qui est là, bon voilà, vous devez prendre l'ensemble de ces paramètres en considération pour pouvoir... Donc, est-ce que c'est une solution vraiment? En fait, est-ce que c'est une volonté réelle, en fait, entretenue par une partie des Mauritaniens ou de notre élite, en fait, pour pouvoir se développer ce silence? Moi, franchement, je pense que ça, déjà, c'est un second problème. Moi, franchement, dans ce bilan que je vous fais de la liberté d'expression en Mauritanie, même si je vous dis qu'il y a des pressions, même si je vous dis etc., la vérité, c'est que il y a une véritable liberté. Non, mais c'est vrai, on est d'accord, il y a un acquis. Il faut dire les choses comme elles sont. La liberté existe. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et celui qui a donné cette liberté, c'est-à-dire le régime d'Aziz, c'est celui qui en a payé le plus le prix ici en Mauritanie. Ce qui a été dit sur Aziz ici en Mauritanie, il n'y a personne sous aucun régime qui l'a subi sans parler. C'est-à-dire que sous une démocratie... Oui, parce que c'est dit tout, n'importe quoi. Non, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai. Il faut dire les choses comme elles sont. Jamais quelqu'un, un homme politique avec autant de pouvoir, n'a laissé dire autant de choses contre lui. Moi, si j'étais un de ses détracteurs, j'aurais honte face à un silence pareil et je leverais le pied. Parce que quand j'ai en face à moi quelqu'un qui peut me museler, qui peut me faire taire, parce qu'ils ont les moyens de le faire, pas directement, et qui ne fait rien, qui me laisse faire, il faut quand même lui reconnaître ça. Mais enfin, moi, ce n'est pas mon problème cette affaire. Le régime est là, il vous donne une liberté d'expression. Ce qui m'intéresse, moi, cette liberté d'expression, comment s'en servir. Je vous dis que le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des sujets qui arrivent. Tout le monde en parle. Pendant 3 jours, tout le monde en parle. En fonction du sujet, après les politiques reprennent, chacun reprend en fonction de son agenda. Ouais. Mais en vérité, souvent c'est une tempête dans un verre d'eau. Le pouvoir le sait. Au bout de 3 jours, 4 jours, une semaine, c'est fini. Et souvent, on attend. Donc cette impuissance et ce manque de constance dans la manière de servir la liberté d'expression pour une lutte politique, en fait, une lutte sociale, c'est le problème en Mauritanie. La liberté d'expression ne servit... cause toujours, quoi. Tu fais oui, non, justement. C'est la fameuse formule. Mais c'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est cause toujours. Voilà. Regardez, les seuls qui ont réussi à bénéficier un peu de cette liberté d'expression et faire avancer les choses, c'est par exemple les Parisiens. La diaspora de France qui a eu ce problème, vous savez, le fameux problème quand le pouvoir demandait une carte de séjour pour pouvoir être justement. Ils ont fait un tapage. Ils ont fait un tapage qui a été repris. Oui, mais repris par la presse locale. Ils ont fait un tapage. J'ai reçu ils ont fait un tapage. Et ils ont réussi Ils ont fait un tapage en Mauritanie. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Ils ont eu gain de cause au bout de 2 ans. C'est la constance. C'est dans la constance dans l'expression, la constance dans la lutte et la constance dans la conviction qui fait que le pouvoir, il vous regarde, vous savez, ces gens-là, c'est un régime qui est là. Il fait en fonction des rapports de force qu'ils ont devant lui. S'il a en face de lui des gens qui sont convaincus, avec des revendications légitimes, ils vont peut-être vous faire la vie dure, parce que ça ne les intéresse pas. Mais si vraiment vous avez raison et que vous insistez que ça et ça, vous finirez par avoir gain de cause. Le problème, c'est que le pouvoir, c'est souvent, comme Mauritanie, il n'y a pas de constance dans la conviction.
Souvent, c'est du bruit et au bout de quelques temps, ça se termine. Et c'est une catastrophe pour la liberté d'expression et c'est une catastrophe pour la vision que nous avons de ceux qui sont censés être le relais de la liberté d'expression pour en faire l'action politique. Mais il y a un autre aussi élément. Non, mais qui entretient, en fait, qui entretient ce silence? Qui entretient? C'est justement... Si la liberté d'expression existe et qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, alors pourquoi ne pas en profiter? Non, le problème, c'est que ce silence, il est entretenu par le fait que, d'abord, c'est que, bien des cas, parfois, la liberté d'expression est dirigée. Je dirais qu'elle n'est pas vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des journalistes, ce qu'on appelle à l'emporte-pièce, c'est-à-dire des gens qui sont, ce qu'on appelle, demandés aux besoins. Et c'est ça le problème, c'est que l'essoufflement, justement, des sujets très vite, il est créé par une certaine classe qui crée l'événement, qui l'alimente et qui le tue. Et c'est ça qui est bizarre, justement. Mais il n'en demeure quand même que, et comme le disait tout à l'heure M. Soud Ahmed, c'est que c'est vraiment vrai, c'est que ce régime-là, c'est l'un des régimes qui a donné le plus de liberté jamais connu dans l'histoire. Donner, c'est pas je veux dire, octroyer. Donner, c'est le peuple mauritanien qui octroyer, je veux dire, quand vous regardez le Sénégal, par exemple, on s'est attaqué au président, les gens ont été en arrière de barreau, hein, dernièrement. Oui, mais le Sénégal est mieux classé que nous, quand même. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, je donne l'exemple. Je donne l'exemple que, voilà, c'est quand même un exemple. Nous restons loin devant beaucoup de pays arabes, ça c'est sûr. Même si c'est devant les pays arabes, c'est pas vraiment mais c'est le cas quand même. Mais c'est quand même le cas. Oui. Donc la liberté d'expression existe. Donc pourquoi ce silence? Moi, la question que je vous pose, c'est que pourquoi ce silence? Pourquoi on ne peut pas parler alors que la liberté d'expression existe? Pourquoi ne pas en profiter le maximum possible? La vérité, c'est là aussi un très long débat. Mon opinion sur le sujet, c'est que cette espèce de liberté d'expression qui consiste à parler au plus grand nombre, c'est assez délicat. Vous savez, la Mauritanie, c'est un pays très complexe, avec des gens qui vivent pas tous à la même époque. Vous en avez qui vivent dans le futur, il y en a qui vivent dans le passé, il y en a qui ne vivent pas, il y en a qui vivent arrêtés, il y en a qui vivent au Moyen-Âge. Chacun vit dans son monde, avec son univers, avec sa psychologie, avec son sacré, etc. Tout ce monde-là arrive à vivre ensemble parce qu'en fait, il y a une manière de parler avec chacun quand chacun va vers l'autre. Il y a une manière de parler aux autres. Il y a une manière de s'exprimer pour chacun. Si vous commencez à prendre la parole, comme on le fait aujourd'hui, en parlant au plus grand nombre, et encore nous le faisons en français, il faudra ensuite qu'on explique vraiment la grande idée de la grande langue. Non, ce genre de débat, moi je pense qu'on devrait les avoir en hassaniyé parce qu'ils ont plus de problèmes. On le fait en arabe, on le fait en langue nationale. Ils ont plus de problèmes là-bas de désinformation que dans le monde. Oui, on le fait. Pour revenir à ce que je disais, cette manière de s'exprimer pour le plus grand nombre comme ça, déjà, c'est un phénomène qui est nouveau. C'est un phénomène qui est nouveau et c'est un phénomène qui est extrêmement difficile à gérer. Parce que vous ne pouvez pas parler à tous ces gens-là un langage qui puisse les toucher et rester dans la vérité. Mais il y a quelque chose de très féodal chez nous. Vous savez, la société mauritanienne, c'est une société qui est restée encore, qui n'a quasiment pas changé. On est une société pyramidale, vous savez, où il y a la vérité, c'est que le peuple, c'est encore vu avec le regard, vous savez, du chef. Il y a une espèce de mépris pour le peuple derrière cette affaire-là. Il y a une espèce de mépris pour discuter avec le plus grand nombre. On parle entre soi, on parle entre gens, il y a une grande rétention d'informations. Cette façon même de donner l'akhbar, je pense que ce n'est même pas dans la culture. Il y a une rétention d'informations qui existe au niveau de tout. Ça existe au niveau religieux, ça existe aussi au niveau politique, et ça existe un peu à tous les niveaux. Et ça explique un peu ce problème de cette réticence que les gens ont pour s'exprimer. Parce qu'en fait, en vérité, ils ne se sentent pas véritablement concernés par cette affaire, et chacun attend que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Il y a aussi une autre chose, je pense, et ça c'est très important, en tout cas je le vois comme ça, c'est qu'il y a aussi cette culture de chez nous, cette pudeur un peu de, bon, je vois de Mahbour Skat. Je veux dire, c'est un peu, en quelque sorte, bon, en parlons-en pas. Ouais. Oui. Parlons-en pas. Ouais. Il y a cette pudeur un peu que de dire, bon, voilà, bon, il a dit quelque chose, c'est pas important. Et puis, en même temps, je suis vraiment quand même assez surpris de voir justement que les gens, pour eux, parler pour parler, ça donne rien. De toute façon, qu'est-ce que ça donne? Ou de toute façon, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas important. Et moi, je pense qu'il y a cette pudeur et cette culture, justement, d'autocensure qui est vraiment très, très, très significative dans la société mauritanienne. Et je pense que les gens, c'est avec le temps que ça va venir, quoi. Et surtout que, comme vous le disiez tout à l'heure un peu, c'est que on sait que ça ne donne rien. Il n'y a pas de conséquences à ça. Quand on prend l'exemple de l'affaire de Khader, en fait, l'affaire de Khader, les journalistes n'ont pas parlé de cette affaire. Ils n'ont pas pu expliquer aux gens ce qui s'est vraiment passé. En fait, quelque part, il y a la rue, il y a ces éléments, entre guillemets, bon, une espèce d'élément, entre guillemets, la rue,
la tribu, tout ça, a pris les relais. Et donc, en fait, c'est eux qui sont censurés la pensée. Et les journalistes se retrouvent dans une situation où ils ont peur, ils ne peuvent plus expliquer aux gens. Ce n'est pas seulement les journalistes, c'est aussi les avocats, oui. C'est aussi tout le monde. Tout le monde. Mais vous avez justement, les intellectuels, les penseurs. Mais vous avez. Non, moi je peux comprendre. Il faut dire quand même que ce cas-là, c'est un cas justement où les journalistes se sont tués parce que, bon, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils se sont parce qu'il y a des valeurs, comme je dis, il y a une pudeur, il y a des valeurs socioculturelles qui sont là et qui, ce qu'on appelle autocensurent les gens ou censurent les gens carrément. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont là pour dire vous êtes bon musulman, vous êtes apostat, vous ne l'êtes pas. Vous êtes... Oui, parce que. Et en fait, pourquoi les journalistes intellectuels il y a cette crainte, je dirais, un peu virtuelle, qui est dans l'arrière-pensée de chacun, qui dit, bon, une fois que je dis quelque chose ou je prends la position de quelqu'un, ben ça va se répercuter sur ma vie ou sur la vie de mes parents. Mais on ne vous demande pas de prendre une position, on vous demande d'expliquer aux gens, d'expliquer au peuple ce qui se passe. Mais leur expliquer quoi? Cette histoire, vous savez, pour en parler, c'est très délicat. Parce que c'est un phénomène, ce qui s'est passé, c'est assez nouveau en Mauritanie. Et une histoire pareille qui a remué l'État, qui a terrorisé un peu le pays. En tout cas, les gens ils ont eu peur. C'est une nouveauté. Pour en parler, c'est toujours très très difficile. Parce que, mais j'imagine. De toute façon, aujourd'hui, on en parle trop tard. C'est pas trop tard. Justement. C'est pas trop tard. Mais il ne faut pas aussi tout mettre sur le dos des journalistes. D'abord, il faut essayer de resituer un peu cette affaire. Il faut savoir qu'en Mauritanie, actuellement, nous avons un grand problème. Il y a vraiment deux mondes qui vivent parallèles. Le monde arabisant et le monde francisant. C'est vraiment deux mondes complètement... Je vous donne un exemple. Je suis parti avec une journaliste de Sahara Media aux États-Unis. Ouais. Bah, très bien. Elle parle français, elle parle arabe et anglais. Moi, je parle français, hassanien et anglais, mais pas arabe. Quand on s'écrit par mail, on s'exprime en anglais. Oui, mais mais je ne parle pas l'arabe. Oui, mais c'est ça l'arabe. Enfin voilà. Donc il y a déjà. Moi j'ai des amis avec lesquels je parle chinois, des Mauritaniens. Oui. Mais donc pour ce problème qui nous occupe, le problème a commencé dans le monde arabisant. Il faut avoir donné quand même la chronologie de cette affaire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les gens se sont tués, pourquoi les journalistes ils ont fait marche arrière. Il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable. Il y a eu dans cette affaire, un peu ce qu'on peut voir dans un mouvement de foule, sauf que là, ça s'est passé dans un mouvement d'élite. Ça se comprend. Non, mais je termine. Oui. Ça a commencé dans le monde arabisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les textes sont sortis parce qu'il y en a deux. On résume souvent un premier texte, il y en a deux. C'est passé dans le monde arabisant. Tout de suite, on a supprimé les textes, rapidement. Le monde arabisant a fait bloc. Les textes n'existaient plus, ils n'étaient plus trouvables. À partir du mois de janvier, les textes sont apparus dans le monde francophone. Dès le mois de janvier, c'est-à-dire dès le 15 janvier, les textes ont réussi à être traduits par des gens sérieux, pour qu'on sache de quoi il s'agit. Sinon, on ne saurait même pas de quoi il s'agit. On ne saurait même pas qu'il s'est repenti. On ne saurait même pas ce qu'il a dit. On ne saurait même pas quel est le sujet. Ceux qui ne lisent pas l'arabe, mais oui, bon, ceux qui lisent l'arabe savent déjà ce qui s'est passé. Donc. Non, pas tous. C'est la rue le premier jour. Non, c'est pas vrai. Tous ne l'ont pas eu. Bien sûr que ça a circulé ensuite sous le manteau et que les intellectuels arabisants l'ont eu, mais au niveau de la rue, ils ne l'ont pas eu, c'est pas vrai. Parce que ces gens qui militent pour le prophète, ils le font sincèrement. Ils le font sincèrement. C'est pas quelqu'un qui se dit ça. Ils le font sincèrement parce qu'ils ont été quelque part orientés, ou en tout cas, il leur manque l'information. Ce qui est sûr, c'est que le monde arabisant, à un moment donné, ils ont fait un blackout total sur cette information. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que prendre les paroles de quelqu'un, les enlever, empêcher le citoyen de lire, empêcher le citoyen de savoir ce qu'il a dit, et le laisser ensuite... Et pourquoi il va être jugé Montrez les faits, dites voilà ce qu'il a dit, le journaliste vous dit voilà ce qu'il a dit, faites-vous une opinion, allez écouter ensuite. Faites-vous une opinion, faites ce que vous voulez. Ensuite, donc, le monde francophone dans cette affaire, dès le mois de janvier, a été au courant de cette affaire. Et ils ont été scandalisés. Ils ont été scandalisés parce que dès le mois de janvier, il y avait le deuxième texte où il expliquait justement qu'il ne se prenait pas au prophète, pas du tout, que son combat est un combat autre. Mais du mois de janvier au mois de décembre, ce texte qui existe en français et en arabe, que je vous ai apporté ici. Oui, mais on les connaît. Non, ne me dites pas, on les connaît. Votre confrère ici, en arabe, devant Achille Mokhtar, qui lui parle du sujet, elle lui a dit, il y a un texte qui existe, qui est sorti le deuxième jour, où il fait une mise au point, où il fait son repentir, où il explique ce qui s'est passé, qui exclut de toute façon
Qui n'a jamais été pris en considération. Il est là, le texte est ici. En France, si vous voulez les lire, moi je vous les donne, vous les lisez ici. Oui, tout le monde, tout le monde, je ne dis pas tout le monde, mais les donc on ne comprend pas comment ce texte, personne n'en a jamais parlé. Je ne parle pas du premier texte où il y a vraiment des accusations, où il y a eu le débat qui a déclenché les choses. Je parle du deuxième texte. Le deuxième texte du repenti, qui est ici, en français et en arabe, qui est disponible depuis le mois de janvier. Comment se fait-il que personne ne l'a lu? Ce n'est pas un texte agressif, il n'y a absolument rien, vous le savez, il est ici. Non, mais le problème donc, n'est pas le monde francophone a connu la vérité et le monde arabisant a étouffé. Et ça, c'est un problème. Non, la seule raison, c'est que depuis le premier texte, c'est la rue. C'est fini. Non. C'est la rue qui a condamné, il a été condamné le premier jour. La rue ne s'est pas levée du jour au lendemain. Il faut bien comprendre un peu ce qui s'est passé. La rue ne s'est pas levée du jour au lendemain. Vous savez ce problème-là. Regardez, il y a un problème de justice. La situation des oulémas, ce sont des érudits. Ils n'ont pas besoin d'un juge pour savoir ce qui est haram ou ce qui n'est pas haram, etc. Oui, mais nous, on a besoin d'un juge. Pour qu'on dise ce qu'il est présumé coupable. Eux, ils prennent le texte, ils l'ont lu. Ils prennent le texte, ils l'ont lu, ils estiment que ça, c'est exactement l'apostasie. Donc, c'est clair. Il l'envoie au tribunal. Oui, mais comment voulez-vous que le tribunal... Il ne s'agit pas d'une scène du crime avec une enquête à faire. C'est un texte qui est écrit, ils l'ont lu. Comment le juge, à Nouadhibou, va dire aux oulémas que ce qu'ils ont lu, ils l'ont mal interprété. Vous comprenez qu'il y a un très grand problème à ce niveau. Ensuite, quand vous avez des oulémas... Attendez, quand vous avez des oulémas... Ahmed, une minute. Excusez-moi, je vous coupe là, excusez-moi une minute. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui a été jugé et il est coupable. Pour le juge. Donc c'est fini. Il n'est pas coupable pour le juge seulement. Oui, il est coupable. Oui, pour la Mauritanie. Parce que le juge a dit qu'il est coupable, donc il est coupable. Attention, mais il y a des érudits, Oui, mais on peut ne pas être d'accord. Mohamed Mokhtar, depuis le premier jour. Pardon. Il y a un érudit qui a dit qu'il y a un problème. Il y a un érudit qui dit qu'il n'y a rien. Nous, en tant que citoyens lambda, j'aimerais bien savoir, nous aujourd'hui, quels sont les oulémas qu'on doit suivre. Si ceux-là. Non, on parle de la loi. On parle de la loi. On est avant la loi parce que c'est eux qui estiment, qui disent la loi. Donc justement, maître, en fait, qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit la loi dans ce point? Ça veut dire que ce monsieur a été jugé. Moi, je crois, enfin, entre autres, je crois que ce jeune homme a été jugé dès le premier jour. C'est fini. L'affaire a été classée, c'est fini. Donc, comme M. Ahmed a dit, énormément de gens n'ont pas pu lire ce qu'il dit. Il ne peut pas en faire une opinion de ce que ce jeune homme a écrit. De toute façon, aujourd'hui, le juge a dit qu'il est coupable, donc il est coupable, c'est fini. On n'en parle plus. C'est fini. Mais c'est pas fini, ils ont fait appel. Oui, enfin, ils vont faire appel, on va attendre. En tant que les oulémas peuvent dire que ça, c'est ce qu'il a dit est vrai ou faux, il est apostable, il n'est pas. Moi, je ne suis pas à l'aise, vous non plus. On parle de la loi. Bah oui, mais on doit avoir des autorités quand même. Moi, j'aimerais bien savoir qui on va suivre. Est-ce que c'est cette association d'oulémas? Est-ce que c'est ce alim qui se lève ici au moment où il y en a plusieurs. Il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème très important en Mauritanie aujourd'hui. C'est la difficulté de séparer ce qui est négocié et convenu dans un débat public, dans des institutions démocratiques, et entre ce qu'on appelle le dogmatique qui vient de la religion. Il y a même quelqu'un qui fixe. Il y a des gens qui fixent des lois là. On a la difficulté à séparer ces deux éléments. Tant et si longtemps qu'on ne sait pas qu'on peut être un pays religieux, profondément religieux, mais aussi un pays institutionnel avec des lois qui garantissent des droits et avec des limites à ces droits, mais aussi surtout des droits de citoyenneté. On peut justement faire des choses parce qu'en tant que citoyen. Et là, le problème, il y a un amalgame. Il y a un amalgame. Mais pourquoi ce silence? Ce silence, justement, comme je vous ai dit, c'est que... Mais Ahmed, il a tout à fait raison. Pourquoi ce silence, en fait? Le silence, c'est qu'on n'arrive pas à différencier dans nos comportements et dans notre culture de citoyen, qu'est-ce que notre côté musulman, notre côté religieux et notre côté citoyen. Mais moi, qui me fixe aujourd'hui sur mon plateau mes limites de la liberté d'expression? C'est la loi. C'est la loi. Et seule la loi. Absolument. C'est quelle loi? Oui. Quelle loi? Il faut qu'on se mette d'accord. Vous n'êtes pas dans une république laïque. Nous sommes dans une république islamique. Là, c'est discutable. Non, ce n'est pas discutable. On est en république islamique, dans la Constitution, on ne discute pas ça. Okay. On est une république islamique. Si vous dites que la république est islamique, dites ouais, on est dans une république islamique. La république islamique, la loi, c'est haché. Maintenant, le droit que nous avons, qui est un droit romain, il y a eu un mix qui a été fait. La question qui se pose actuellement en Mauritanie, dans des situations pareilles, où on touche à la religion, quel que soit le problème. En tout cas, nous avons des oulémas qui vous disent, là, nous avons un problème. Là, nous avons quelqu'un qui a attaqué. Là, nous avons quelqu'un qui a dit. Dans un cas pareil, qui dit la loi? Est-ce que c'est le tribunal qui dit la loi? Est-ce que c'est en amont les oulémas qui disent la loi? Quels sont les oulémas qui disent la loi? Parce qu'actuellement, en Mauritanie, ils sont plusieurs. Ouais. Ils sont plusieurs. Il y a ceux qu'on estime qui sont proches
du pouvoir et ils suivent le pouvoir. Si le pouvoir leur dit faites par ceci, ils font par là. Et il y a les autres qui estiment que, vous comprenez, c'est compliqué tout ça. Et nous avons aujourd'hui, nous avons certains qui prennent leurs instructions ailleurs. Donc déjà, nous avons là un problème d'autorité religieuse en Mauritanie. Et il faudrait qu'on sache quelle est leur place et qui fait quoi. Non. Et qui suivent. On ne peut pas avoir dans des sujets aussi graves non. des gens qui vous disent il n'y a rien et des gens qui vous disent il y a un crime. Regardez, nous avons par exemple... C'est un peu comme la solidarité des Oulémas avec les Français suite à l'attaque terroriste contre les sièges de Charlie Hebdo, les Oulémas. Vous avez entendu ce qui s'est passé juste le lendemain du Conseil des ministres, la question qui a été posée au ministre à ce sujet. Parce que là, ça va créer un grand problème. Nous avons ici des oulémas qui ont condamné un monsieur en estimant qu'il a fait un écrit qui a attenté au prophète. C'est leur position. Vous avez en France des gens qui ont pris des armes, et qui ont tué des gens qui ont fait des dessins terribles, soi-disant représentant le prophète. Que l'État mauritanien, que le président condamne ce qui s'est passé, on peut le comprendre. Mais les oulémas, qui d'un côté condamnent ce monsieur et condamnent les autres qui le font au nom de l'islam, il faut qu'on m'explique. En tout cas... Vous croyez que c'est pareil? Non, attendez. Il faut qu'on se mette d'accord sur la chose. Moi, je voudrais juste dire un mot au sujet de ces caricatures. Je suis choqué par autre chose. Vous savez, les fameuses caricatures. Le prophète, vous n'avez pas une photo de lui. Vous n'avez aucune représentation. Personnellement, moi, je ne l'ai jamais vu. Et les saints, on ne peut pas les personnifier. Il n'y a pas de photo de lui, il n'y a pas de représentation de lui. Que quelques personnes chez eux ou ailleurs s'amusent à prendre un petit dessin qui nous dessine une espèce de personnage dans des positions sordides et qu'ils vous disent voilà votre prophète, il est là. Et que vous, ça n'engage que lui. Et que vous estimez qu'en effet, c'est clair. Le prophète qui est représenté là. Non, il faut que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est quelque part aller dans leur mouvement que de dire oui, en effet, cette représentation-là, on touche. Ça n'engage que lui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais ça, vous attendez jamais. Moi, je suis choqué déjà par ceux qui estiment que ça, c'est la représentation. Ce n'est pas la représentation. C'est choquant, Ahmed. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Soudahmed, ça n'engage que lui, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Non, ça n'engage pas lui quand il insulte ma religion. Je peux être choqué. Mais enfin, cette manière de dire, c'est la représentation. Moi, je le vois autrement. Moi, je pense que, en tant que musulman, chrétien ou judaïste, n'importe quel, j'ai une personne qui est sacrée, qui est sainte, qui est pour moi, elle est vraiment une personne intouchable. Que vous venez et que vous me le caricaturez, ça touche vraiment. De toute façon, excusez-moi, mes sentiments et ce que je pense. Indépendamment c'est pas une raison quand même de indépendamment qu'elle soit rationnelle ou non. C'est pas une raison de le tuer quand même. Oui, non, je comprends. Évidemment, ça, de toute façon, c'est complètement fou. Mais quand même, je pense quand même, je reviens quand même à ce que disait tout à l'heure M. Soudahmed. C'est que ça, je pense que c'est très important. Il y a une contradiction fondamentale dans le comportement de certains oulémas ici, ou la communauté musulmane en Mauritanie, que je connais, en tout cas un peu. On ne peut pas condamner quelqu'un au nom du fait qu'il a dit toucher plus ou moins à la réputation du prophète, et en même temps condamner des gens qui ont tué quelqu'un qui a personnifié et qui a caricaturé. Caricaturé, c'est vraiment c'est rendre vraiment, je dirais, moins que rien. Oui, mais ces tueurs-là, c'est quelque chose que moi je ne comprends pas. Mais ces tueurs-là, on ne peut pas les laisser, en fait occupés par la terreur. Il n'y a aucune raison. C'est notre religion quand même. Il n'y a aucune raison, et là-dessus je reviens là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune loi, de mon point de vue, qui nous permette en tant qu'individu de prendre la vie d'autrui. Il n'y a aucune. C'est clair, c'est tout. C'est clair. Maintenant, je pense que même la religion, les gens qui vous disent, bon voilà, c'est la peine de mort, etc. Moi, personnellement, je veux bien croire. Mais en Mauritanie, vous parlez tout à l'heure de la loi, moi je suis de ceux qui croient que la peine de mort, c'est le plan de l'interprétation. La peine de mort ne peut plus être exécutée en Mauritanie. Non, mais le problème non, mais ça a vraiment... Tu vois, ça a vraiment maître, moi j'allais poser une question. En fait, le problème de l'Khatir est beaucoup plus grave dans un cas où il y a eu des gens, ça passait à la radio, moi-même j'ai entendu à la radio, quelqu'un qui dit, si vous le tuez, je vous donne 10 000 $. Il a même donné son numéro de téléphone. Non, mais c'est une réalité. Allah jusqu'à écrire et dire que si l'État n'exécute pas ce malheureux, ils l'ont proposé à le faire à la place de l'État. En fait, il y a une banalisation, cette banalisation de la violence.
Banalisation de la Et violence. la loi qu'est-ce qu'elle dit en fait? La loi dit qu'aucune personne ne peut inciter au meurtre, aucune personne ne peut tuer par association, ni par incitation. Il y a une banalisation de la violence. Absolument, dans le pas seulement ça, mais la banalisation même de l'existence de l'État comme représentant de la coercition. Vous comprenez? Alors ça c'est tout à fait normal. Moi je pense que ce cas-là, l'État aurait dit justement envoyer quelqu'un, prendre ce monsieur, le mettre sur le verrou, l'interroger et à la fois le présenter devant la justice. Ça n'a pas été fait, c'est dommage. Mais personne n'a le monopole autre que l'État d'infliger de la violence à autrui. Personne. Et ça, je pense que l'État doit absolument être garant et à la fois très vigilant à cet égard. Mais ce que vous dites là à propos de la peine de mort, il faut bien qu'on se mette d'accord et on vous le redit encore. C'est une république islamique. Tant que la Mauritanie sera une république... Est-ce que vous pouvez définir république islamique? Attendez. Non, je veux pas, parce qu'on veut partir de la même prémisse là. Oui, c'est république, c'est pas une république laïque. Attendez. Ils ne sont pas dans une république laïque, ils sont dans une république habitée par des musulmans. Voilà. Nous sommes une république islamique. Tant que c'est une république islamique, il y a la charia, il y a le roi. Et la peine de mort est indissociable de la charia. C'est impossible. C'est impossible. Non, mais attendez. Non, La charia, ça c'est un autre débat. Vous ne pouvez pas être une république islamique qui a aboli la peine de mort. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que l'État fait actuellement. Vous changez la loi pour voir à quel moment est-ce qu'on va appliquer et à quel moment on l'applique pas. Excusez-moi, la deuxième partie de l'émission, on va parler de la peine de mort. Mais là, nous sommes en train, en fait, il y a des gens qui sont attaqués simplement en fait pour ses idées. S'attaquer à quelqu'un simplement pour ses idées, ses opinions, quand même, c'est une entrave inacceptable à la démocratie déjà et aux droits de l'homme. En fait, ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie, c'est qu'il y a un silence absolu. Tous les intellectuels ne peuvent pas parler. Les journalistes non plus. Personne ne peut parler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous sommes prêts, en fait, à vivre comme à connaître les cas de l'Algérie les années 90? Moi, quand je vous ai parlé tout à l'heure du principe de la liberté d'expression, il y a quand même, je vous ai énuméré justement ces exceptions. Et l'une de ces exceptions, c'est le sacré. Évidemment, il est variable en fonction de l'État où on se trouve. Oui. En Mauritanie, en Mauritanie, c'est qu'on a du sacré. On a le Coran qui est sacré, on a le prophète qui est sacré, et on a tout ce qui va avec. Alors, une personne qui manque de jugement pour porter atteinte à une personne de cette nature, je pense que... Est-ce que maintenant, ça vaut la peine de mort? C'est là où vous devez passer à l'autre question. Non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. On va passer. Pour ce que vous dites là, est-ce que ce qu'il mérite, c'est la peine de mort? Moi, je ne suis pas le juge. Mais je regarde la loi. Moi, je suis comme vous, je suis un citoyen, je suis un journaliste. Je regarde la loi. Je regarde les faits, je regarde la loi. D'abord, les faits, nous sommes tous d'accord que les oulémas entre eux ne sont pas d'accord sur la façon de les qualifier. Nous sommes d'accord, c'est un fait. Nous avons des oulémas qui disent que c'est un crime, il y a d'autres qui estiment que ça ne mérite pas d'être arrêté pour ça et qu'on aurait pu faire autre chose. Il y avait mille moyens. Donc au niveau, ils ne sont pas d'accord entre eux. Admettons qu'ils soient d'accord entre eux. Admettons qu'ils soient d'accord entre eux. On va au tribunal. Quand on arrive au tribunal, il y a la loi. La loi, cette loi, la première à en parler, c'est la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, qui, vous vous souvenez de sa sortie, c'est pas la peine de l'accabler. Elle rappelle que le code pénal mauritanien prévoit que s'il y a un repentir dans les 3 jours... 3 jours, comme... Non seulement, c'est normal, parce que l'islam, c'est une religion de pardon et de... Combien de gens ont écrit dans cette affaire pour rappeler combien de fois le prophète a été attaqué, combien de fois il a été insulté, combien de fois il a pardonné, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Enfin, pour rester dans cette affaire, la loi dit qu'au bout s'il y a un repentir dans les 3 jours, il y a... Ce qui a eu lieu d'ailleurs, ce qu'il a fait. Quoi. Le texte, il est là. Moi, je vous le laisse. Vous le donnez à votre collègue en arabe, qui le lise s'il ose. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut pas prendre ses responsabilités devant les hommes, il faut prendre ses responsabilités devant Dieu. Parce que là, on parle de la religion. Et on parle au nom de la religion. Et si vous avez quelqu'un qui a fait un repentir dans les 3 jours et que vous occultez ce qu'il a dit et que vous cachez la vérité, ça, ce n'est plus un problème entre nous. Ça, vous prenez Dieu pour témoin. Donc la loi, elle dit qu'au bout du 3e jour, s'il y a un repentir, non seulement il y a le pardon, mais on vous réhabilite. Ce monsieur, la vérité, c'est qu'il ne peut plus être réhabilité en Mauritanie. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je lis le Coran régulièrement. Je le lis régulièrement. Je vais vous donner par exemple un verset dont on ne parle jamais. Qui est un verset, malheureusement, je vous dis en français, vous voulez qu'on parle français ici. Bien sûr. Dans la sourate 5, le verset 33 et le verset 34. Dans le verset 33, la récompense, ce mot-là, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah. La guerre, hein. Oui. Mais quel mot comme ça. Oui, allez-y. Qui font la guerre contre Allah et son messager.
et qui s'efforce de semer la corruption sur la terre. D'accord, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou qu'ils soient coupés leurs mains, la jambe opposée, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, et il y aura pour eux un énorme châtiment. Pour des trucs très graves. Pour vous et moi. Oui, non, ça c'est le 33. Ça c'est pour ceux qui ont fait la guerre. Et au Smar, le verset 34. Oui, le verset 34 qui suit. Même dans ce cas-là, ceux qui font la guerre contre Allah, contre le prophète. Oui. Verset 34. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Oui. Sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Sauf ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Il s'est repenti le deuxième jour, ils l'ont pas encore enfermé, etc. Le texte, il est là, il est en ligne. Ça c'est clair, c'est le Coran qui est clair. Je ne comprends pas comment devant des situations pareilles, on peut arriver, et non seulement vous avez le Coran qui vous dit ceci, vous avez la loi qui vous dit cela, vous avez des oulémas qui vous disent cela, le monsieur se repentit. On lui donne même pas 100 coups de fouet, même pas 50 coups de fouet, même pas tout l'arsenal qui est fait et qui existe. La peine de mort. Et moi je comprends, quand vous dites pourquoi les gens se sont tus, les gens ils ont eu peur. Ils ont eu peur pourquoi? Et moi les gens actuellement qui m'écoutent doivent se dire Ahmed Bass, il va rentrer dans des problèmes. Parce qu'on n'a pas senti que le pouvoir protégeait les gens qui essayaient de chercher la vérité dans cette affaire. On a eu le cas de l'avocat que nous savons, sa famille a été attaquée, etc. Il s'est senti seul. Quand les gens se sentent seuls, ils ne sentent pas un pouvoir fort qui les défend. Ils ne sentent pas des oulémas, les moutouafrines qui sont d'accord sur le verset. Ils ne sentent pas un mot. Les gens se replient. Les Mauritaniens, ils ont peur. Les Mauritaniens n'ont pas connu la liberté depuis combien de temps? Les Mauritaniens vivent dans des régimes extrêmement difficiles. Ce sont des gens qui sont brisés. Ce sont des gens qui sont ceci. Vous avez raison. Ne leur demandez pas de bondir comme des gens qui sont debout. Ce sont des gens à genoux. Ahmed, écoute, c'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord. Quand le chef de bataille est clair, les protagonistes identifiés, il est possible de se battre pour la liberté. En fait, vous avez tout à fait mis le doigt, c'est ce qui fait mal en fait. C'est que nous avons eu peur. La peur. Mais dites-vous une chose, c'est que dans le respect de l'ordre constitutionnel des sociétés données, moi je pense, il faut que les gens sachent. Et moi je pense que le nœud de problème que nous avons en Mauritanie aujourd'hui, c'est le plan juridique, c'est ça. Il faut qu'on ait la capacité de différencier dans ce ordre constitutionnel qui est négocié à l'intérieur des institutions, sur lesquelles on a un consensus politique et juridique, et ce qu'on appelle la théocratie, la religion, qui est personnelle, qui est entre la personne et son Dieu, et en même temps, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les institutions de l'État. Une institution de l'État, ce n'est pas une personne, c'est une personne morale, ce n'est pas une personne physique. Et donc, moi je pense que tant qu'on ne fait pas cette séparation entre l'ordre constitutionnel, débattu et impératif dans l'espace public, et son évaluation juridique a été faite dans les institutions publiques, on ne peut pas venir et dire, bon, moi je suis un religieux musulman ou un religieux chrétien, et puis bon, il faut absolument qu'on mette ça. Dans la Constitution aussi, je l'ai ici. C'est ça le problème aussi en Mauritanie. On a une Constitution qui régule les rapports entre les citoyens et l'État, et qui régule bien sûr les rapports entre les citoyens eux-mêmes. Mais on n'a pas une hiérarchie de liberté ou de droits à l'intérieur de cette Constitution. On ne dit pas la liberté de religion est plus importante que les libertés civiles qu'on connaît tous, d'expression, d'association, de syndicats, de tout le reste. On ne dit pas non plus la religion musulmane prend le dessus et le pas sur les autres droits et libertés. On ne le dit pas non plus. On n'a pas hiérarchisé ses libertés et ses droits. Alors on est là, on est dans un espace, ce qu'on appelle de non-lieu, on est dans une situation élastique où on le tire chacun de son côté comme il le veut. Mais au bout du compte, c'est la société compte tenu de sa domination et ce qu'on appelle pesanteur. Vous croyez qu'aujourd'hui en Mauritanie, on ramène tout en fait aux religieux? Non, on ramène tout aux religieux alors que la Constitution ne le dit pas. C'est ça qui est important. Personne, dans la Constitution, on dit une chose, dans son préambule. C'est l'islam qui remet la religion de l'État et la religion de l'État. Oui, ah non, je vous dis. Oui, mais il faut le dire. C'est écrit. Oui, c'est écrit. C'est même écrit, très bien écrit même. L'islam est la religion de l'État et la religion même du peuple. Mais il faut le mettre en comparaison et en balance avec les autres droits et libertés.
Tu ne peux pas dire ça comme ça en déclarant. Et puis, c'est ce que je vous dis depuis le début. Oui. Nous sommes une république islamique. Si vous voulez enlever la peine de mort, si vous voulez revenir sur tout ça, il y en a qui débattent du sujet. Il y en a qui estiment qu'en Mauritanie, finalement, ce n'est peut-être pas une république islamique parce qu'on n'applique pas la charia. Tous ces gens qui ont volé, que l'IGE attrape à longueur de journée, pourquoi est-ce qu'on ne leur coupe pas les mains? C'est ce que les gens ils disent. Si vous voulez appliquer la charia, il faudra le faire, etc. Pour que les idées circulent. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, monsieur est un avocat, il regarde ça avec l'angle du droit, et c'est tout à fait légitime. Chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses compétences. Moi, je regarde la loi, je regarde les faits, et en tant que citoyen, je me demande dans cette situation qu'est-ce qui se passe. Moi, la seule inquiétude que j'ai ici actuellement, c'est que jusqu'à présent, nous avions un pouvoir qui était là. Et nous avions une société civile qui était soit avec le pouvoir, soit contre le pouvoir. Le pouvoir était là, il focalisait les tensions, il focalisait l'attention. Et on avait peur du pouvoir, plus ou moins. Le problème, c'est que maintenant, en Mauritanie, nous avons des gens qui ne sont pas des pouvoirs, qui terrorisent le monde. Nous avons des gens qui ont fait un hold-up sur la liberté d'expression. Ces gens, ce ne sont pas l'État. Quel est le rapport entre l'État et ces gens-là? Moi, personnellement, je n'ai pas vu dans ce pouvoir un pouvoir qui est fort, qui prouve un pouvoir qui donne confiance, qui donne confiance à l'élite pour s'exprimer. J'ai l'impression que le citoyen actuellement, il est abandonné à son sort. On te dit, vous voulez parler. Parlez à tes risques et périls. Non, moi je pense. Il n'y a personne qui vient vous défendre. Moi je Non. L'autorité est là. On ne doit pas permettre à des gens de condamner à mort, etc. Et en plus, le problème, c'est qu'en Mauritanie, vous avez des cas différents. Notre personne a été agressée parce qu'elle a défendu. Non, mais attendez. Vous parlez de l'affaire de Mohamed Khatir, focalise. Vous savez le problème du non, cette affaire. On parle de l'islam. L'affaire du Coran qui a été profané, qui est extrêmement grave. Un Coran qui a été profané, Gabou Chogou, ils l'ont déchiré. Mais attendez, un imam a été pris et enfermé pendant 10 jours. C'est pas un innocent qu'on enferme pendant 10 jours. 10 jours, le monsieur a été au trou. Ils l'ont libéré. Le citoyen ne sait pas s'il a été gracié. C'était une rumeur. Non, c'était une rumeur. Non, mais attendez, je termine. Moi, personnellement, peut-être dans le monde arabisant, nous ne savons pas. Bien sûr, moi, je n'ai pas dit qu'il est coupable. Je n'ai pas dit qu'il est coupable. Je sais, parce que vous J'ai dit que moi, je n'ai pas eu l'information. Je vous explique qu'on vit dans deux mondes séparés. Il y a un monde. Voilà. Ce que nous avons vu, en tout cas, de notre côté, c'est qu'on n'avons pas su est-ce qu'il a été blanchi, est-ce qu'il a été gracié. On a un ministre qui a accusé les islamistes d'être derrière ces histoires-là. Parce que c'est ça la Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Cette affaire a été classée. Nous avons des jeunes qui, à Nouadhibou, ont fait une prière qui est filmée, où ils se moquent d'un malheureux handicapé. Je ne parle même pas du côté de la religion, les jours où ils s'amusent, etc. Un handicapé, en train de faire la prière, des jeunes qui sont en train de le regarder, se moquent de lui. Je ne dis pas moi, on m'a envoyé la vidéo, je n'ai pas voulu parler de la vidéo parce que je ne veux pas créer de problème à ces gens-là, mais enfin, cette vidéo circule. Et il y a des gens qui regardent, qui vous disent, oh, vous voyez le problème. Pourquoi ces gens-là, on les laisse tranquilles? Pourquoi se fait-il? Vous comprenez le problème? Non, je vois ce et ça alimente ensuite. Ça veut dire que c'est deux poids, deux mesures, en fait. Oui, mais il faut quand même dire une chose. Il faut quand même que ça soit clair. Il faut dire une chose. Personne n'a été inquiété ou agressé parce qu'il a défendu une créature. Non. Personne. L'État a très bien joué son rôle. Comment ça? Le problème, qui a été agressé? Qu'est-ce que vous appelez défendre? Non, défendre. Non, quand je parle de créature, c'est une façon de parler. Ça veut dire que personne n'a été agressé parce qu'il a défendu tel ou tel. Qu'est-ce que vous appelez agressé? Aminata Mokhtar, cette femme que vous savez de l'association chef de famille, qui est venue à la télévision. Et qui a demandé juste que le président. Moi, je n'ai pas écouté toute l'émission. Il paraît qu'elle a juste demandé un procès, juste, etc. Il y a un monsieur. Qui fait partie de tous ces gens-là qui se lèvent un bon matin, qui estiment qu'eux, ils peuvent, comme le pape, vous excommunier. Oui, qui passe non. Dire à en Mauritanie, vous avez des gens, vous avez des illuminés, vous avez des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui on leur dit, cette femme-là, elle défend ce monsieur. Ça veut dire que elle le soutient, etc. Vous avez tout à fait raison. Il est quand même maintenant soulevé. Il est maintenant maintenant. Après quoi? Après qu'il est rentré au pays. Moi, je ne défends pas. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte à la police. Ce monsieur a été. Il n'était même pas là. Il a été arrêté à son arrivée. On lui a posé des questions. Et puis Aminata Mokhtar n'a jamais eu de problème. Vous avez entendu ce qu'elle a dit sur votre... Non, moi je ne la défends pas non plus. Moi j'ai entendu ses paroles ici. Je l'ai entendu ici en arabe. Elle a expliqué dans des termes qui sont très très durs. Elle a raison. Elle a expliqué le déroulé de la chose.
Parce que il faut se mettre à sa place. C'est qu'une femme, elle a eu peur. Oui, parce qu'on dit votre numéro de téléphone. Elle a eu peur. On vous donne vos numéros de téléphone, on donne votre nom, on donne votre ceci et cela. Ce que je vous dis, le citoyen ne se sent pas défendu dans ces affaires-là. On a l'impression que le pouvoir a peur de ces gens-là. Le pouvoir, là, admettons-le quand même, mais je ne défends pas du tout le pouvoir. Non, mais il peut être défendu sur certains points. Admettons-le que personne, dans toutes ces affaires, n'a été agressé parce qu'il a défendu tel ou tel. Donc les journalistes, nous, en tant que journalistes, non, en tant que journalistes, on a eu peur. Les États de la Mauritanie ont eu peur. Mais ce n'est pas l'État. Mais peur alors qu'ils n'ont rien subi. Vous, demain, si on met votre photo, et qu'il y a un monsieur qui dit qu'il faut vous couper la tête, vous crevez les yeux, et qui le dit, et qui le met sur le Facebook, et qu'il y a des centaines de personnes qui le regardent, vous allez trembler ou vous n'allez pas trembler? Vous tremblez alors qu'on ne vous a rien fait. Elle imaginez ce qu'on lui a fait. Elle n'a pas senti de soutien. Elle n'a pas senti de soutien. Et si elle n'a pas senti de soutien, et quand on voit ce qui lui arrive à elle, parce qu'elle ne sent pas de soutien, c'est normal que les autres, ils ont peur. Je suis d'accord. Moi, j'ai peur, et toi, tu as peur. La peur, c'est quelque chose de légitime. Ensuite, face à la peur, on regarde ce qu'on fait. Ça, c'est deux poids des mesures, en fait, un peu, quand on revient un petit peu à Charlie Hebdo, tout ça, c'est problème quand les jeunes musulmans de France disent qu'ils n'ont plus le droit de critiquer la politique du pays. Non, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est exactement la même chose. Quand en France, des jeunes qui veulent aller en Syrie pour se battre, on les enferme dans un aéroport parce qu'ils n'ont pas le droit d'y aller, alors que des juifs peuvent aller en Israël et bien soutenir financièrement et aller même faire le service militaire en Israël, que ça ne pose pas de problème. Des jeunes musulmans de France vous posent ce genre de problème. On sait très bien que c'est tout à fait faux. Parce que des gens qui veulent aller en Syrie, se faire des fanatiques pour pouvoir exporter le problème d'Israël et le problème de la Palestine en France et pour créer des problèmes à une population qui, d'une façon ou d'une autre, n'a rien à voir avec ce problème. Tout ça, mais ça revient en fait à nos problèmes à nous. Quand les intellectuels ont peur et on se dit parce que l'État ne nous a pas défendu, mais vous a pas défendu, mais pourtant n'a pas eu de problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Son nom, il y a des illuminés qui utilisent virtuellement Internet et qui vous envoie des fatwas à tort ou à raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous le dire. C'est ça la question en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nos intellectuels, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, on a peur, on laisse les bras croisés, on ne défend rien du tout, parce qu'on a peur, parce que tout le Barbie peut me dire que je suis Moi, il faut bien savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous êtes des intellectuels et vous avez revendiqué la démocratie depuis longtemps, les débats publics, les rapports entre les groupes de pression sur les institutions politiques, ben chacun, ces musulmans qui sont là, ils ont pris l'espace, ils sont en train de le prendre, ils sont en train de... Ils l'ont arraché. Attendez, ils sont en train de le prendre... Espace public. Mais voilà, c'est un espace public. Ils le prennent. Est-ce que vous le laissez? C'est pas l'État qui vient réguler aussi le rapport entre les gens? Nous sommes d'accord. Voilà. Ouais. Et ça, c'est important. Alors, donc en fait, on va passer justement à la deuxième partie de ce sujet, en fait, la peine de mort. Qu'est-ce que dit la loi d'abord en Mauritanie? Moi, je pense que la loi était claire. La peine de mort, comme le dit justement la loi fondamentale, la Constitution, elle dit que l'islam est seule source de droit. En ce sens que le code pénal mauritanien son architecture a été faite en fonction de Sharia al-Islamiyya, depuis Oul-Hidal. Et d'ailleurs, n'a jamais été touché depuis. Maintenant, la société a évolué et le législateur mauritanien aussi a évolué le droit. De sorte qu'il a intégré la convention, ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais aussi et surtout, il a ratifié le 17 novembre 2004 la Convention contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain et dégradant. Elle est là. Il l'a ratifiée complètement et il l'a intégrée. Ces conventions sont supranationales. Ils sont au-delà de la loi, des lois statutaires que nous avons. En fait, des conventions que la Mauritanie signe absolument. Et qui sont contraires à nos lois. C'est quoi? Oui, non, ils ne sont pas contraires. Ils ont une valeur plus que la loi. Ah, c'est... Non. Attendez. Vous oubliez quelque chose. Attendez un instant. Je vais vous donner... En 2012, il est venu, le législateur lui-même en 2012, et il a fait ce qu'on appelle une réforme constitutionnelle. Il a intégré exactement les libellés des articles de la Convention, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention contre la torture et le traitement cruel dans la Constitution à son article 13. Même pour les crimes les plus graves. Oui, en disant, je vais le citer, en disant, excusez-moi, et ça c'est vraiment quelque chose qui me surprend énormément parce que les gens disent que, bon, comment ça s'est passé? L'article 13. Nul ne peut être réduit en esclave ou à toute forme d'asservissement de l'être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants.
C'est quoi? C'est crime contre l'humanité, Cela veut dire que génocide. La peine de mort, elle est au génocide, cœur. crime contre La l'humanité, peine de mort, pour moi, et pour tout le monde, pour toutes les conventions, même la CIJ, la peine de mort est au cœur de cette. Vous oubliez quelque chose. Oui. Vous dites que la Mauritanie, ils ont un peu ratifié tout et n'importe quoi. Les régimes, toutes les conventions possibles. Les régimes sont. Il n'y a pas de réserve. On a attrapé nous-mêmes ici des gens du pouvoir qui ont volé au Sénégalais une loi contre criminalité. Oui, ils font n'importe quoi. Bon, je voulais vous dire quelque chose. Vous parlez des conventions. Vous parlez de la. Pensez qu'il y a une réserve, cela dit. Vous parlez de la convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Il faut savoir aussi qu'en 1990, au Caire, il me semble, la Mauritanie, tous les pays musulmans ont signé, on en parle très peu, la fameuse déclaration islamique des droits de l'homme. Vous la connaissez celle-là, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez vu, cette déclaration universelle des droits de l'homme islamique, quand on la ratifie, on peut prendre la déclaration universelle de l'homme et la mettre de côté. J'ai ici d'ailleurs un article, l'article 22, au sujet par exemple de l'affaire de l'homme traité. C'est clair quand on parle des lois supranationales. L'information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l'utiliser ou de l'exploiter pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes, etc. etc. Donc aussi, il y a cet arsenal-là existe. La contradiction, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, la contradiction entre les textes, les contradictions entre les lois et les contradictions qu'on n'arrive pas à gérer. Soit on fait ce qu'on appelle, soit que le législateur mauritanien se réveille et dit bon, mettez-moi ça pour colorer en quelque sorte son texte, soit aussi qu'il met un texte à l'intérieur de ce texte qu'il ne comprend pas, ou que les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas leur portée. Non, moi je suis d'accord avec vous, mais cela ne va pas nous sortir de l'auberge. Pour l'instant, ici, ce problème naissant. En Mauritanie, il y a un peu de pouvoir, mais tout simplement. On ne peut pas être pour ou contre la peine de mort. De toute façon, on soit un pays islamique. Écoutez, moi je vous dis. Non. Moi je suis pour la peine de mort. Non. Attendez, on se met d'accord. Il faut savoir de quoi on parle. Moi personnellement, attendez. C'est pas ma question, excusez-moi. Je vais quand même donner mon avis sur le sujet. Il est contre la peine de mort. Moi je vous dis, moi j'estime que pour les crimes crapuleux, les crimes contre les enfants, etc., ces gens-là, quand on sort du cercle de l'humanité, on doit vous faire partir. Pourquoi? On doit faire partir parce que moi j'ai des pauvres qui sont dehors, qui sont des honnêtes gens qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas un toit. Je ne vais pas les mettre en prison. Des criminels qui ont quitté l'humanité. D'ailleurs, mais je te fais remarquer, Ahmed, quand même, excuse-moi. Ça, c'est mon avis en tout cas pour cette affaire. Non, mais je te fais remarquer quand même dans cela qu'il n'a jamais été prouvé que la peine de mort avait fait baisser les taux de meurtres ou les viols. Moi, je connais cette formule. La peine de mort, excusez-moi. Je peux répondre. C'est pas un argument, ça. Non, c'est pas un argument. Ahmed, parce que vous avez. Non, vous m'avez pas encore. C'est pas un argument. Moi, mon problème, ce n'est pas que la peine de mort empêche les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un monsieur, quand il a dépassé l'humanité dans des crimes sordides. Oui, mais sordide. Oui, mais. Ce monsieur-là. Non, ce monsieur. Ça, c'est la position américaine. C'est rarement prémédité. Non. Quand quelqu'un fait des crimes crapuleux, qui sont horribles. Ah oui, je comprends. Moi, personnellement, je suis pour la peine de mort pour ça, mais pas pour le reste. Moi, j'ai mais la question n'est pas là. Excusez-moi, écoutez-moi un peu. En Mauritanie, vous venez de dire qu'en Mauritanie, de toute façon, nous sommes un pays islamique. Oui, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, on ne peut pas être pour ou contre la peine de mort parce que c'est non, vous pouvez toujours débattre. Mais vous avez en face de vous des gens, et c'est le débat qu'il y a eu, et Willem Kheter a payé le prix de ce débat, parce qu'il y a toute une histoire derrière cette affaire. C'est que les islamistes, à un moment donné, se sont dit qu'il y a des jeunes qui sont sur Internet, qui sont en train qui sont pour une république laïque, ce sont des athées, etc. C'est ça, lui, il a payé le prix, là. On n'a pas souvent parlé de ce qui s'est passé derrière, pourquoi est-ce que ça s'est focalisé sur lui. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait la terreur. C'est quand l'Arabie Saoudite a déclaré que les frères musulmans sont des terroristes, que ça s'est dégonflé, que l'État mauritanien a su qu'il a quand même le parapluie de l'Arabie Saoudite derrière, etc., qu'ils les ont déclarés terroristes. Qu'eux ici, ils se sont calmés depuis. Et le Willem Kheter en question a payé justement le prix de ce débat-là qu'il y avait. Est-ce qu'on voulait faire de la Mauritanie? Vous, ce que vous dites là, si vous persistez comme ça, bientôt vous allez rejoindre Willem Kheter parce qu'on va vous dire que vous êtes un laïcard, comme ils disent. Vous voulez changer la République islamique? Que ceci est là, que non, c'est le fond du. Le fond de la question, regardez, c'est que moi, je suis un juriste, je me pose la question. C'est ça. Attendez, je suis un juriste, je me pose la question. Il y a une convention contre la torture et autres peines cruelles, inhumaines et dégradantes que la Mauritanie a ratifiée. Il y a la convention dans laquelle on intègre les mêmes termes. La communauté juridique est d'accord dans son ensemble que la seule peine cruelle, inhumaine et dégradante, c'est la peine de mort. Même les États-Unis, dans Forum contre Gray contre Georgia, Nascan, même dans le dernier arrêt de la CIJ, la Belgique contre le Sénégal, c'est la question de Hassan Habré. Justement, mais. A dit la même chose. La torture. Alors, si on arrive à intégrer dans nos textes des concepts et des mots et des choses qui ont une portée, que tout le monde le reconnaît à travers le monde,
Donc, on doit assumer. Si aussi on a fait erreur, on pense que c'est incompatible. Dans ce cas, on se retire. Ahmed, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'abolition de la peine de mort, si on regarde en fait la carte dans le monde, c'est comme souvent épouse celle des pays laïcs. Donc, si ceux qui sont contre la peine de mort, on peut quand même les traiter de laïcs. Mais dites-vous une chose, c'est que la peine de mort est arbitraire. Regardez la carte de la peine de mort. La peine de mort est arbitraire. Parce qu'elle est tout le temps, elle se prend toujours contre les plus démunis. Souvent, oui. La peine les de pauvres, mort des marginaux. non, la peine de mort est irréversible. Quand vous tuez quelqu'un, même s'il est innocent par la suite. Ah oui, non. Excusez-moi. La peine de mort, est inutile parce qu'elle n'a pas démontré qu'elle est curative. Et des aveux souvent obtenus par la violence. Et puis même, elle ne peut pas non plus réparer parfaitement les crimes qui auraient été commis. Jamais tu ne peux rendre à quelqu'un celui qui t'a tué ou quelqu'un. Non, jamais. Et la peine de mort est inhumaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si. Le châtiment n'est pas le même, quoi. Vous ne pouvez pas rendre. Ah oui, parfaitement, réparer parfaitement. Il est bon pour rejoindre le Khadr parce que tout ce qu'il dit, c'est exactement qui va à l'inverse de ce que les gens disent au niveau de Sharia. Sharia qui prévoit la peine de mort pour plusieurs cas. Elle prévoit. Si, sénatrice, regardez, sénatrice. Excusez-moi. Non, on parle. Ahmed, excusez-moi. Non, on parle pas de la peine de mort. Je parle de ce qui se passe en Mauritanie. Ahmed, excusez-moi. Et faire comment on peut gérer avec ces gens. Une sénatrice tout à l'heure, une sénatrice de Tawassul, qui a dit, d'ailleurs, moi j'ai écrit un article là-dessus. Elle a dit qu'elle est pour la peine de mort dans les cas crapuleux. Oui, c'est la position des États-Unis. Moi, je suis tout à fait, tout le monde est d'accord. Les États-Unis, ce que l'on dit, tu sais, les États-Unis maintenant, la peine de mort n'est pas, c'est pour les crimes les plus atroces. Non, mais non, là-bas aussi, il y a non, régulièrement, le problème. C'est pour les crimes les plus atroces. Et c'est en 2 temps pour faire tout. Donc, si la sénatrice le dit, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, mais la question, non, c'est pas pour le sénatrice ou pas. Non, je veux dire que le débat, il est là. Non, maître, en fait, en Mauritanie, si j'ai très bien compris, c'est que nous sommes dans un pays islamique et de toutes les façons, pour ou contre la peine de mort, tel n'est pas le problème. Comment ça, c'est pas le problème? Le problème actuellement, ce sont ces gens qui sont en train de s'arroger le débat public, qui vous empêchent de parler. Mais parlez-vous. Non. Alors parlez-vous. Là, on est d'accord avec vous. Là où je suis d'accord avec vous. Sortez, dites ce que vous avez à dire. Exprimez-vous. D'accord. Bon. Dites à ces gens-là, ce pays ne vous appartient pas. Oui. L'islam ne vous appartient pas. Oui. Nous sommes des musulmans comme vous. Voilà. On le voit dans beaucoup de pays arabes. Voilà. Prenez vos responsabilités. Est-ce que l'État a pris la part de ces gens? Non. Mais l'État aussi doit défendre. Pourquoi les oulémas veulent exercer le pouvoir? Non, l'État n'a pas à jouer le rôle des rapports de force entre les groupes. Quand quelqu'un appelle au meurtre, l'État doit le combattre. Oui, mais il faut qu'il soit identifié. Il ne faut pas que les gens se disent on a peur de nous, on peut dire ce qu'on veut, etc. L'État fait ce qu'il a à faire. Moi, je pense que l'État mauritanien aujourd'hui joue son rôle. D'abord, il a protégé la personne elle-même. Deuxièmement, il protège. Bien sûr. Non. S'il n'avait pas enfermé, il était fini. Vous avez dit là quelque chose, non, ça, on est d'accord. Ils l'ont sauvé. Ça, je suis d'accord avec vous. Ils l'ont sauvé. Et ils ont laissé la porte ouverte à tout le monde. Ils l'ont sauvé. Ça, je suis d'accord. Donc, vous ne pouvez pas rapprocher l'État mauritanien. C'est la position qu'il a faite. Elle est honorable, elle est bien. Je ne parle pas de cette affaire. Elle est correcte. Je ne parle pas de sa position dans cette affaire. Ils l'ont sauvé. Ils l'ont sauvé en l'enfermant. Je suis le premier à le dire. Mais ils n'ont pas fermé la porte devant les autres. Je ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas de ce sujet. Vous ne m'avez pas compris. Ce qu'ils ont fait avec ces jeunes, moi, j'estime qu'ils l'ont sauvé. Et je l'ai toujours dit. Ce monsieur, ils l'ont sauvé. Est-ce que vous savez qu'actuellement. Ils l'ont sauvé quoi? De qui? De la rue? Ils l'ont sauvé de la rue. Ils l'ont sauvé de ce monsieur, il est fini. Mais attendez, ils l'ont sauvé. Est-ce que vous savez que même pour aller se faire soigner, ils sont obligés de déguiser en garde ou en militaire pour etc. C'est normal, même pour se faire. Non, je suis d'accord. Moi, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'autre chose. Je vous dis, dans ce que vous dites là, actuellement, nous avons des gens qui veulent prendre le monopole et terroriser les gens au niveau du débat. Ils veulent. Je vous dis, la Mauritanie est dans ce virage-là. Nous sommes d'accord, vous et moi. La démocratie, c'est ça. Prenez vos responsabilités. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi, Ahmed, entre autres, il a quand même raison, parce que ces éléments-là, ce truc, ils ont quand même pu exercer le pouvoir. Attends, excusez-moi. Mais l'Amérique blanche a longtemps persécuté les gens, mais finalement, les gens ont pris leur pouvoir par des moyens pacifiques et par des moyens aussi des débats publics. Oui, ils ont pris leurs responsabilités. Oui, et c'est ça. Alors, prenez vos responsabilités. Excusez-moi, je n'ai pas encore posé la question. Ahmed, ce qu'il dit, c'est que ces gens-là ont quand même pu. Ils ont réussi à exercer le pouvoir ou participer à son exercice. Voilà. Quelqu'un qui dit aujourd'hui que les islamistes participent au pouvoir, ou exercent le pouvoir en Mauritanie, je suis contre. Non, pas les ces gens-là. Non, ils n'exercent aucun pouvoir. Voilà. Ils exercent comment? Il a dit que les islamistes exercent le pouvoir. Ils participent, ces gens-là participent à l'exercice du pouvoir. Ils sont plus forts que les autres. Ils sont plus organisés, mieux organisés. Oui. Et c'est partout pareil. Pour faire tout le monde. Là où il y a eu des révolutions, même dans tous ces pays arabes, là où ils ont gagné, pourquoi? Parce qu'ils sont plus organisés. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Non, ils ont réussi à faire taire tout le monde. Non, c'est les gens qui se sont tués.
Pour ce que vous dites là. Vous savez, tout à l'heure, on parlait des États-Unis. J'arrive des États-Unis et je vais vous dire quelque chose. Vous avez les Français qui vous disent chez nous, c'est la liberté d'expression totale. Oui, est-ce que vous savez que pour les Américains, les Français là, ils n'ont aucune liberté d'expression? Oui, mais attendez, je vous explique. Aux États-Unis, vous savez comment ça fonctionne, la liberté d'expression totale? Vous avez le droit d'aller dans la rue, vous dites ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que la responsabilité. Quand vous parlez de l'islam, bien sûr. Non, c'est pas vrai. Non, ils disent n'importe quoi. Non. Écoutez, moi, je suis allé devant la Maison Blanche, j'étais à l'hôtel Hilton qui était à 200 mètres de la Maison Blanche, je suis arrivé devant la Maison Blanche, j'ai vu des gens qui avaient des drapeaux pour la Palestine. Attendez. Oui, bien sûr. Mais laisse-moi finir. Laissez-moi finir pour vous expliquer ce qui se passe, pour dire ce qu'il dit. Aux États-Unis, dès la naissance, on vous explique que tout le système américain fonctionne sur une seule chose, la responsabilité du citoyen. Quand quelqu'un se lève et il dit quelque chose contre moi, je me lève et je vais contre lui, j'essaie de réunir plus de gens. En France, c'est autre chose. Quand quelqu'un dit quelque chose, il y a la loi qui arrive, etc. Ce ne sont pas les mêmes systèmes, vous comprenez? Ce que nous disons, la situation, on va bientôt terminer en Mauritanie, nous arrivons ici à un virage. Nous sommes d'accord. Le virage est là. Le virage est là. Vous avez peur maintenant? Réagissez maintenant. À qui appartient la Mauritanie? Voilà. Que voulez faire de la Mauritanie? Quel islam pour la Mauritanie? Quels sont les oulémas qu'on doit suivre? Quels sont ceux qui ne doivent pas suivre? Qui doit prendre, qui doit décider? N'oubliez pas qu'il y a des... Sortez, voilà, surtout, et vous allez avoir peur. Mais oubliez pas qu'il y a des limites, il y a des lignes rouges qui sont importantes. Non, par qui pose ces C'est-à-dire lignes? les intervenants. C'est les lignes rouges pour les intervenants. C'est-à-dire que... Ces gens, excusez-moi, maître, ces gens qui veulent formater nos sociétés, qui veulent lier nos intelligences, qui veulent nous faire taire. Est-ce qu'on a le droit de le laisser le terrain ou pas? C'est de votre faute. Allez-y. Vous connaissez la formule? Le mal pour prospérer n'a besoin que d'une inaction des gens de bien. C'est tout. Prenez vos responsabilités. La Mauritanie est un virage aujourd'hui. Vous avez la chance d'avoir un régime qui vous laisse la liberté d'expression. C'est un régime qui est réglé là. Il regarde les forces en présence. Si vous êtes caché chacun vous dans son coin, qui écrit un peu sur Internet comme ça, et en face vous avez des gens qui sont organisés, qui sont des menaces. Ce régime va d'abord essayer de savoir ces gens-là comment on va les calmer. Parce que ce qui les intéresse, c'est la stabilité. C'est pas essayer d'échanger les choses. Et surtout, donc, prenez vos responsabilités. 30 secondes, allez-y. 30 secondes, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette question. Faut-il laisser le terrain à la terreur? Non, pas du tout. Je pense que le terrain doit être justement, il est balisé par l'État, il est bien circonscrit par l'État. Et je pense que l'État, je pense, a besoin d'éclaircir beaucoup plus sa législation. Et je pense que c'est très important parce que ça va éclairer tout le monde. Mais aussi, c'est que c'est aux citoyens de prendre leurs droits et de les défendre et de le maintenir et de le sauvegarder. Justement, pour terminer à ce sujet, je vais raconter ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, qui est quand même le pays islamique par excellence, où on décapite au hasard. Il y a un intellectuel qui s'appelle Turki El Ahmed, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit des choses qui sont terribles par rapport à l'affaire de Moukheta. Il a dit que le prophète Mohammed, paix sur lui, a rectifié la religion d'Abraham et qu'il faudrait rectifier la religion. Et il y a eu des intellectuels qui vous vous rendez compte qu'il faudrait rectifier la religion d'Abraham? C'est ce qu'il a dit. En Arabie Saoudite, 500 intellectuels ont fait une pétition. Et ils ont écrit au prince héritier. Non seulement ils ont demandé qu'on libère le monsieur, ils ont demandé des excuses de l'État. Les intellectuels mauritaniens, ils ont pris la fuite. Maintenant, il faut savoir ce que vous voulez. À qui appartient la Mauritanie? Si vous fuyez, vous le laissez à vos enfants. Quel exemple pour vos enfants? Il faut le savoir. Il n'y a pas de discussion dans cette affaire. Ou bien vous agissez, ou bien vous subissez. Ce sera le mot de la fin, chers téléspectateurs. Il faut s'obliger. Il y a urgence à garder les fenêtres ouvertes, que les idées circulent, que chacun trouve son ton, mais que les débats se fassent, que les opinions se confrontent et provoquent. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et je remercie en votre nom, Maître Tariola Ouleda et Monsieur Ahmed, Oulessoud Ahmed, journaliste, chroniqueur, chez Vlan, blog.com, blogspot.com. Chevlan, C-H-E-Z, E-V-L-A-N-E, blogspot.com. Chevlan, comme son nom l'indique. Quant à vous, chers spectateurs, je remercie en votre nom aussi l'équipe technique qui vous a permis de suivre cette émission bien installée chez vous. Monsieur Diaga et un clin d'œil à Monsieur Bertin Kemden. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Si vous êtes en quête d'une vraie télévision, restez sur la loi d'Aléa. Merci, à très bientôt.